Donc, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette quatrième séquence sur 5 de la semaine des ENR, organisée par la MAPES et les relais énergie renouvelable des Pays de Loire. Donc aujourd'hui, quatrième séquence sur le solaire thermique et le photovoltaïque. Donc les intervenants de la journée, donc moi-même qui fera l'intro comme chaque matin pendant 5 minutes sur le dispositif ETE de la MAPES en santé en Pays de Loire. Ensuite, c'est Cédric Garnier du CIDELA, coordinateur ENR et ACTE, qui nous présentera le solaire thermique, mais aussi le photovoltaïque, car malheureusement, Vincent Billot est malade aujourd'hui, donc il ne pourra pas présenter cette séquence. Donc pourquoi faire les webinaires? Donc le but de cette semaine, c'est déjà de vous montrer les avantages des énergies renouvelables dans le secteur de la santé, le secteur de la santé des bâtiments ouverts 7 jours sur 7, avec des forts besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc voilà, l'ENR plus la santé, c'est vraiment le combo gagnant sur ce type d'installation. Aussi vous montrer des retours d'expérience de projets ENR sur des bâtiments de santé, vous faire connaître les contacts régionaux qui peuvent vous accompagner. Vous êtes loin d'être seul sur tous ces types de projets ENR. Et il existe aussi des aides financières de l'ADEME qui s'intitule le Fonds Chaleur. Voilà. Le but aussi, c'est d'enlever toutes les idées reçues. Le solaire thermique ne crée pas de légionnel, le bois ne vient pas de Chine, le photovoltaïque se recycle bien. Voilà, ça permet de tout remettre un petit peu à plat, parce que quand on fait des visites terrain, on entend toujours un petit peu ce type de phrase, souvent un petit peu infondée et fausse. Donc ça te permet de remettre tout ça au clair. Rapidement aussi, ça vous permettra de vous mettre en ordre de marche pour le décret tertiaire qui arrive en septembre 2022. Et enfin, les ENR permettent également de combattre l'évolution des prix des énergies fossiles qui augmentent de manière exponentielle, entre guillemets, depuis ces dernières semaines. Donc sur la semaine, il y a eu la présentation lundi, réduction des consommations mardi, le bois énergie hier, le solaire thermique aujourd'hui, et on finira demain par la géothermie. Sachez que tous les replays et tous les supports sont téléchargeables sur le site de la MAPES. Je vous enverrai un lien à chaque participant en fin de semaine pour aller chercher tout ça. Rapidement, deux petites slides. Donc, au niveau réglementaire, on en a parlé. Le dispositif éco-énergie tertiaire ou décret tertiaire, donc, qui oblige toute structure de plus de 1000 m² à faire des économies d'énergie de 40, 50 et 60% d'ici 2030, 2040, 2050. Par rapport à une année de référence à choisir entre 2010, il y a une faute sur le slide, pardon, et 2019. L'échéance de septembre 2022, vous devez inscrire votre structure, donc consommation, année de référence, surface, sur la plateforme réglementaire Opéra de l'ADEME. Voilà, il y a le lien quand vous irez cliquer ici. Le décret tertiaire, si vous voulez en savoir plus et comment l'atteindre, je vous invite à regarder le webinaire 2 qui passe plus de temps là-dessus. On voit bien qu'on peut faire, le webinaire 2 le montre, 7 à 15% d'économie d'énergie en mettant quasiment 0 €. Donc je vous invite à regarder le webinaire 2 sur ce sujet. Rapidement, après un petit graphe sur l'augmentation des prix de l'énergie. Pardon. Non, pas de souci. Donc les cours ne vont pas jusqu'en 2021, on voit bien quand même du coup que l'électricité, le fuel, etc. Augmentent de manière plus rapide que le bois. Pour en savoir plus là-dessus, c'est le webinaire qu'a réalisé Cédric mardi sur comment réduire ses consommations ENR versus énergie fossile. Vous aurez beaucoup plus d'informations sur tous les prix des énergies. Rapidement, le dispositif ETE, donc efficacité et transition énergétique, qu'est-ce que c'est? Donc avant, il y avait le dispositif CEP et depuis juin 2021, ETE. ETE, efficacité et transition énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux coordinateurs régionaux, Lucie Lefloc et moi-même, qui sommes sur la partie animation et formation du secteur de l'énergie en santé. Et vous avez la chance, car c'est unique en France, de pouvoir bénéficier sur chacun de vos départements d'un CME, un conseiller en maîtrise de l'énergie, qui est là pour vous accompagner et conseiller sur tous vos projets, aussi bien sur l'existant que sur le neuf, voilà, pour mettre en place du conseil, de l'accompagnement, des plans d'action et des plans d'avancement pour faire avancer tout ça. Si vous voulez en savoir plus, webinaire numéro 1, où c'est plus un focus sur le dispositif ETE. La mission ETE, rapidement, il y a deux versants. Il y a le
L'offre de service donc, qui est ouverte à tous et qui est gratuite, hein, donc la MAPES et le dispositif ETE vous proposent des formations, des webinaires, des journées thématiques. Donc sur le slide, hein, quand vous le récupérez, vous pourrez cliquer et ça vous mettra le programme. Des newsletters mensuels auxquels vous pouvez vous inscrire, mettre en place des outils mutualisés, on est en cours là de création, c'est pas encore finalisé. Un outil de suivi énergétique que vous pouvez télécharger pour vous aider à choisir votre année de consommation de référence et vous comparer aux autres établissements par rapport à des indicateurs. Donc là, c'est à vous de le télécharger. Et une base documentaire de 36 onglets sur 36 thèmes liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Donc, normalement, si vous avez une question, la réponse est dedans. Et enfin, une équipe ETE, un peu une hotline, qui est là pour vous conseiller et accompagner sur toute question liée à l'énergie, à l'efficacité énergétique. L'autre versant dans la mission ETE, c'est qu'on peut aussi vous proposer un accompagnement RH et financier. Donc ici, pour bénéficier de ça, il faut candidater. En bas à droite, là, vous cliquez, donc c'est envoyer des questionnaires, envoyer vos factures d'énergie mensuelles des 3 à 5 dernières années, une lettre d'engagement et un flash gag. Ça peut faire beaucoup, vous pouvez souffler, mais entre guillemets, vous êtes cerné, hein, parce que le décret tertiaire de septembre 2022 vous demandera les mêmes documents. Donc, autant s'y mettre un petit peu en amont et être accompagné par des conseillers en maîtrise de l'énergie. Donc rapidement, voilà, donc vous pouvez bénéficier en candidatant d'un accompagnement RH, hein, donc 100% financé et pris en charge par l'ARS, donc ça n'a pas de coût direct pour votre site. Donc là, c'est conseil, accompagnement, visite de site, pose de sonde, mise en place d'un plan d'action et point d'avancement. Et ensuite, sur les 2 autres axes, il y a un reste à charge pour vous, mais on peut vous accompagner jusqu'à 60% sur tout ce qui est études techniques, donc audit énergétique, simulation thermique dynamique, réglage des équipements et autres, et tout ce qui est outillage, instrumentation, installation et pose de compteurs sous compteurs, installation de GTB, GTC, plateforme de remontée automatique des consommations. Une fois de plus, pour avoir plus d'infos sur le dispositif ETE, CF webinaire 1 de lundi, pour comprendre en détail tout ça. Donc voilà, j'ai peut-être parlé un petit peu vite, il y a eu beaucoup d'infos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le décret tertiaire un peu en épée de Damoclès au-dessus de vos têtes, mais pas de panique, la première étape est largement atteignable. Pour cela, entre guillemets, 6 portes d'entrée, hein. Donc, vous faire accompagner par des CME sur tout ce qui est structuration de votre projet, se faire aussi accompagner par un CME pour mettre en place les quick wins, hein, c'est-à-dire les actions à très faible investissement qui permettent de faire 7 à 15% d'économie d'énergie. On peut vous aider à financer des études énergétiques pour tout ce qui est calcul de temps de retour sur investissement, sur des menuiseries ou l'isolation par l'extérieur. Donc là, c'est fait par un bureau d'études, mais on vient en aide au financement. Pareil pour tout ce qui est outillage et instrumentation. Le passage aux travaux, tout ce qui est travaux d'investissement, là, on vous conseille sur les C2E comment bien les valoriser pour être sûr de bénéficier le plus possible de ces aides, hein, qui recensent une 50aine d'actions. On n'est pas juste sur les mousseurs, le calorifugage et les combles, hein, il y a bien 50 actions à avoir en tête. Mais le focus de cette semaine, hein, sur la semaine des ENR, c'est bien aussi tout ce qui est projet d'énergie renouvelable avec le réseau ENR des Pays de Loire. Donc ici, hein, le réseau ENR des Pays de Loire est là pour, comme les CME, est là pour vous conseiller et accompagner, mais sur les ENR, donc le bois, le solaire thermique, la géothermie et tout ce qui est réseau de chaleur. Il n'y a pas le photovoltaïque. Enfin, on peut vous accompagner sur le photovoltaïque, mais il n'y a pas d'aide du fonds chaleur sur les études et l'investissement de projets photovoltaïques. Mais Cédric y reviendra peut-être et sûrement dans les slides qui suivent. Je ne m'attarde pas plus dessus. Voilà, CF le 1, c'est webinaire 1 pour en savoir plus. Et là, voilà la photo, contact, numéro et compagnie de votre conseiller en maîtrise de l'énergie. Donc, sachez que cette personne est bien votre porte d'entrée sur tout ce qui est énergie, efficacité énergétique, énergie renouvelable sur votre département. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Une fois de plus, je répète, vous avez la chance de pouvoir bénéficier de ce dispositif en région. Vous êtes la seule région en France, donc ne passez pas à côté. Merci. Pas de questions, hein, sur le Ça roule. chat. Du coup, je reprends la main. Donc, peut-être pour me présenter rapidement, je travaille donc Cédric Garnier, je travaille au CIDELA. Le CIDELA, c'est un syndicat d'énergie. Nous sommes une collectivité. Nous sommes une ingénierie mutualisée au service des collectivités, mais pas que, puisque notre intervention là montre qu'on travaille aussi vers des tiers qui ne sont pas forcément que des communes. Et on travaille, en fait, nous sommes propriétaires des réseaux d'électricité et de gaz pour le compte des communes qui nous transfèrent cette compétence. Donc réseau que l'on fait exploiter par Enedis et GRDF.
Et à côté de cette mission historique liée au réseau d'énergie, nous avons un service transition énergétique sur lequel à peu près une vingtaine de personnes travaillent pour la rénovation énergétique du patrimoine public et les énergies renouvelables au sens large, donc y compris là encore vers des tiers. Donc je vais parler aussi au nom de Vincent Biot, dans ce qu'on disait du CIDEV. CIDEV, c'est le syndicat d'énergie de la Vendée. Moi, je travaille sur le territoire de la Loire-Atlantique et vous avez des syndicats d'énergie dans les autres territoires. Alors, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, sur le solaire, on va avoir différentes parties, plus ou moins techniques. La première chose importante à comprendre, c'est de quoi on parle quand on parle de solaire. D'un point de vue d'abord gisement, le rayonnement solaire, bon, je pense que ça parle à tout le monde, hein. Tout le monde a déjà vu un capteur solaire un jour, on a peut-être même chez lui ou sur son établissement. On est sur une énergie qui est 100% renouvelable, puisque le jour où le soleil ne brillera plus, on aura d'autres préoccupations, et qui est disponible partout, avec cette fameuse notion d'intermittence, puisqu'on a évidemment du soleil la journée et pas la nuit, et on a plus de soleil en période estivale qu'en période hivernale. Mais quand on regarde en fait le petit graphique de gauche avec les différents cubes, ce qui est sûr, c'est que l'énergie apportée par la radiation solaire, et même en France, hein, on n'a pas besoin d'être sur l'équateur pour en avoir suffisamment, elle est déjà importante. On parle de 1000 watts par mètre carré, on parle de 1200 kWh par mètre carré sur nos sols. Donc, grosso modo, on résume souvent en disant que par mètre carré, en France, on a l'équivalent d'un baril de pétrole qui tombe chaque année, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc toute la question de la valorisation de cette énergie, c'est déjà lié, ce que je disais, à l'intermittence, donc jour-nuit et été versus hiver, et puis de sa transformation, puisque les photons qui nous arrivent, cette radiation qui nous arrive, on peut la valoriser de deux manières. Et c'est là déjà un premier point, un premier focus à bien avoir en tête, parce que parfois on nous parle de solaire, mais sans forcément avoir derrière l'idée de ce qu'on va en faire. C'est qu'on peut le transformer en chaleur ou on peut le transformer en électricité. Et on parle bien de deux technologies qui sont complètement différentes. Donc, dans le cas de la chaleur, on parle de solaire thermique. Ce sont des capteurs qui captent le rayonnement solaire, qui va chauffer un fluide, et ce fluide réchauffé va venir vous compenser une partie de vos besoins pour votre chaude sanitaire, le CS, voire du chauffage de piscine, voire même des procédés industriels et agricoles, ou du réseau de chaleur, par exemple. On a un cas dans la région à Châteaubriand, en Loire-Atlantique, où on réchauffe en fait un réseau de chaleur urbain pour différents abonnés. Donc là, on parle bien de chaleur solaire thermique. L'autre brique, l'autre solution technologique, c'est le solaire photovoltaïque, où là, en fait, on va transformer la radiation solaire en courant, en électricité. Donc on n'est pas sur la même valorisation. Là, l'usage, ça va être soit de consommer cette électricité dans le bâtiment pour son propre besoin, soit un autre modèle, mais qui lui est un modèle économique et non pas un modèle, j'allais dire physique, qui est de vendre en fait cette production d'électricité sur le réseau d'électricité, sur le réseau public. Donc deux technologies différentes. Déjà, premier point à se poser, c'est vous avez un bâtiment, un établissement, une maison, vous voulez faire du solaire parce que vous savez que votre toiture elle est plutôt bien orientée et qu'il y a de la place. Bah, déjà, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux plutôt chauffer ou est-ce que je veux plutôt produire du courant? Alors, on va voir ensuite un peu dans le détail comment réfléchir plus loin dans ces valorisations. Alors, je vais avoir une présentation en deux parties. Je vais déjà parler du solaire thermique et on reviendra sur le solaire photovoltaïque ensuite. Alors, le solaire thermique, qu'est-ce que c'est? Pour résumer très grossièrement la technologie, on a différentes briques technologiques qui vont du soleil jusqu'à votre robinet. La première brique, c'est le capteur solaire donc, que l'on a en toiture, sur un toit plat, qu'on peut avoir aussi au sol, hein, sur différentes installations. Ce capteur, en fait, c'est quoi? C'est simplement, j'allais dire, un tube de cuivre derrière une vitre, une paroi. Ce tube de cuivre, en fait, il va venir réchauffer un fluide au contact des rayons du soleil, et puis ce fluide va entrer à une certaine température et va ressortir à une température plus chaude. Et comme il est très rare de pouvoir se chauffer ou de prendre sa douche directement avec les panneaux solaires, on va avoir un ballon intermédiaire, un ballon de stockage. Donc on parle de réservoir de stockage solaire qui lui va venir en fait tamponner entre votre robinet et le soleil.
Donc ce ballon de stockage, c'est un des organes principaux de l'installation solaire avec les capteurs. Et c'est lui en fait qui va pouvoir moduler en fait entre le soleil lorsqu'il est disponible ou les saisons et puis votre besoin qui lui va être à un certain moment, une certaine heure du jour ou de la nuit. Et enfin, vous avez toute la partie de droite, la distribution, qui elle est une installation que vous avez déjà dans vos établissements. C'est tout votre circuit, votre réseau de chaude sanitaire, voire votre réseau de chauffage. Un premier point important, c'est que entre ces différents organes, vous avez ou pas des échangeurs, donc des échangeurs tubulaires ou à plaques, mais ces échangeurs sont importants, on va le voir tout à l'heure. Dans la question des établissements de santé, il y a une question fondamentale autour des risques légionnels. Là, le schéma de principe que vous avez ici, c'est un schéma de principe qu'on appelle en eau technique ou en eau morte. Vous avez une séparation entre le capteur et le ballon, et entre le ballon solaire et votre réseau d'eau. Et les séparations physiques font que vous ne pouvez pas avoir un transfert typiquement de légionnel de l'un à l'autre. Donc si votre ballon en eau technique il est à 35 ou 40 degrés, ce qu'aime bien la légionnelle pour se développer, bah, vous avez une barrière physique, vous ne pouvez pas retrouver cette légionnelle dans le réseau, dans votre réseau de distribution. Vous avez par contre d'autres réseaux beaucoup plus simples, et c'est ce que vous allez retrouver dans une installation plutôt domestique, où là, vous n'avez pas tous ces échangeurs, vous avez le capteur, un ballon qui stocke, et ce ballon, en fait, c'est quasiment votre ballon ECS, avec beaucoup moins de risques, puisque vous videz votre ballon plusieurs fois par jour, donc il y a beaucoup moins de risques. Le principe d'une installation solaire thermique, quel que soit le besoin qu'on va avoir, c'est de dimensionner par rapport à la période estivale. Vous avez beaucoup moins de soleil l'hiver, ça je pense que tout le monde en a conscience. Le principe, c'est toujours de voir quel va être votre besoin que vous voulez combler par de l'énergie solaire dans la période où vous avez le plus de rayonnement. Pourquoi? Parce que d'un point de vue technique économique, c'est on va dire une fausse bonne idée de vouloir dimensionner, de mettre énormément de capteurs pour pouvoir couvrir le plus possible l'hiver, mais vous aurez des problèmes qui vont apparaître en été. Vous aurez une installation surdimensionnée qui va vous coûter très cher, qui ne va pas produire et qui va être donc d'un point de vue technique et économique imparfaite. Donc on raisonne bien par rapport à une période estivale. Le schéma que vous avez ici, c'est un schéma qui se raisonne sur vos besoins en eau chaude sanitaire. Alors on peut aussi faire du chauffage, enfin une installation qui fasse du chauffage et de l'eau chaude sanitaire en solaire. On appelle ça un système solaire combiné. Là, on va raisonner plutôt sur une approche simple qui est les besoins en eau chaude sanitaire seulement. Alors, ce que l'on fait pour commencer à se poser la question de combien de capteurs je peux mettre, quelle surface je peux installer, c'est de voir vos besoins en eau chaude sanitaire sur l'année. Donc, c'est les barres qui sont présentées là. En général, dans des établissements de santé tels que les vôtres, vous avez des besoins toute l'année, vous avez des résidents toute l'année. Donc, en général, on a quelque chose d'assez stable. C'est tout à fait le contraire dans d'autres typologies de bâtiments, typiquement de l'enseignement, qui sont fermés juillet-août, ou ce genre de choses. On n'a quasiment plus personne l'été, et donc on déconseille de faire du solaire thermique dans ce type d'établissement. Chez vous, c'est l'inverse, vous avez des besoins importants toute l'année. Donc, il est opportun de faire du solaire thermique, et on va chercher à couvrir le maximum de vos besoins énergétiques pour faire votre chaude sanitaire sur la période estivale. Donc, c'est pour ça que vous avez les barres jaunes, qui est la part couverte par le solaire, qui va venir tranquillement monter au cours de l'année, qui en juillet-août va être maximale par rapport à votre besoin. Un petit point là-dessus, on ne cherche pas à couvrir 100% des besoins, on cherche en général, dans un dimensionnement classique, à couvrir 80, 90, 95% du besoin en plein été, tout simplement pour éviter ce que je disais tout à l'heure, un phénomène de surdimensionnement qui fait que ça peut pénaliser l'installation. Donc on vient essayer globalement de couvrir 80-90% de vos besoins en été, ce qui fait sur la moyenne en année, en général, 30, 40, 50% de vos besoins annuels. Un focus sur un sujet important qui est le risque légionnel. Alors c'est pas un préjugé puisque c'est un vrai risque, mais ça fait partie des questions qui reviennent très fréquemment lorsqu'on va rencontrer des établissements de santé sur cette question du solaire. Et je le mets dans la catégorie des préjugés parce que beaucoup de retours font état de légionnel dans des établissements à cause du solaire. En fait, non. Déjà, le premier point, c'est que d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui, l'arrêté de 2005 n'impose pas de contraintes sur les ballons de préchauffage, dont ceux qui ont liés à un système de stockage solaire.
Et elle proscrit de toute façon tout stockage à une température inférieure à 55 degrés. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. On a des solutions techniques, ce qu'on appelle les schémas hydrauliques en eau technique ou en eau morte, qui de toute façon empêchent d'avoir un ballon de stockage qui aurait une température sur une certaine durée inférieure à 55 degrés. Donc, sur ce type de système, on sait très bien le maîtriser, il n'y a aucun lien. Ensuite, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a une grande étude qui a été menée, qui s'appelle les Géosols, qui a été menée il y a quelques années, sur différentes régions, avec les ARS, avec des établissements, et sur lesquels justement des mesures et des audits ont été menés sur des installations solaires, et clairement aucun lien n'a pu être établi entre le risque lié à la Légionelle et le chauffage de l'eau chaude solaire, de l'eau chaude sanitaire par le système solaire. Donc on sait très bien maîtriser ce type de risque. Il y a des solutions techniques, il y a des règles de l'art, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir écarter complètement un risque lié à la Légionelle sur votre réseau d'eau chaude, sur votre boucle d'eau chaude sanitaire. En termes de performance, alors les systèmes solaires thermiques, c'est un peu comme beaucoup d'installations énergétiques. On a de tout, on a du très petit. Une installation domestique, c'est 1 ou 2 capteurs. On a de l'installation, comme vous avez ici en exemple sur un EHPAD en Vendée, qui fait une dizaine de capteurs. Donc on a à peu près 25 mètres carrés. C'est une taille, la taille standard dans des établissements tels que les vôtres, on va être entre en gros 25 et 75 mètres carrés. Et vous avez des installations beaucoup plus grandes. Donc on sait tout faire, c'est modulable, c'est-à-dire qu'après, c'est qu'une question de dimensionnement, de nombre de capteurs et de volume de ballons à installer. L'exemple des boutons d'or à l'aiguillon survie, il est pour nous intéressant parce qu'en plus, c'est une installation qui est équipée d'un télérelevage. Donc, on a toutes les données qui sont télérelevées à chaque instant, chaque minute sur une supervision. Et donc, on peut, depuis des années, je ne sais plus de quand elle date, 2015 ou 2016 par là, on a des bilans instantanés, des bilans annuels qui montrent qu'elle fonctionne très bien. Et donc, sur ce type d'installation, on a 43% des besoins qui sont couverts par l'installation solaire, et avec des niveaux de performance qui sont supérieurs à ce qui avait été estimé au moment de l'étude de faisabilité. C'est une installation qui peut se visiter. D'ailleurs, on la faisait visiter il y a quelques années. Je pense qu'elle est toujours disponible et on peut facilement la visiter. Et on a facilement accès, en tout cas, en chaufferie. Un autre exemple d'installation sur un établissement de santé, là, on est sur une installation beaucoup plus grande puisqu'elle fait 400 mètres carrés, mais sur un établissement beaucoup plus grand aussi puisque c'est la cité sanitaire de Saint-Nazaire. Donc là, on a des besoins évidemment beaucoup plus importants. On a une installation qui n'est pas du tout du même ordre de grandeur, donc on a beaucoup plus aussi de suivi, on a beaucoup plus de compteurs, etc. pour vérifier l'installation. En plus, la cité sanitaire a une chaufferie biomasse, donc il y a un couplage des énergies renouvelables qui est intéressant. Là, on couvre aussi, vous voyez, l'ordre de grandeur que je disais tout à l'heure, 48% des besoins couverts sur l'année. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'ordre de grandeur classique, 40 à 50%. C'est ce que l'on vise à faire sur une installation de ce type sur un établissement de santé. Alors, pour vous guider sur vos projets d'énergie renouvelable, deux points. Tout d'abord, il y a un accompagnement technique. Johan en parlait tout à l'heure. C'est vrai que dans la région des Pays de la Loire, vous avez la chance de pouvoir avoir accès à des conseillers, à des chargés de mission qui sont là pour vous conseiller de manière neutre, indépendante. C'est un point important. Donc, il ne faut pas hésiter à les mobiliser. J'y reviendrai tout à l'heure sur le réseau des énergies renouvelables, mais en tout cas, l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir, dès que vous vous posez une question, avoir tout de suite un avis, une étude préalable, ce qu'on appelle une note d'opportunité, d'avoir potentiellement sur des projets que vous avez démarrés aussi un regard, un suivi technique ou une assistance, et de capitaliser aussi des retours d'expérience. C'est un point important. J'insiste bien sur le fait que plus tôt vous nous sollicitez, mieux le projet sera mené, parce que le solaire thermique, ça reste quand même alors, pas qu'une affaire de spécialiste, mais en tout cas, plus votre bureau d'études ou votre maître d'œuvre ou votre installateur est spécialiste, et plus vous aurez une installation fiable, efficace. Et on peut passer à côté de beaucoup de petites choses lorsqu'on n'est pas spécialiste, et qui font que les installations ensuite peuvent avoir des pépins ou même avoir des dysfonctionnements pendant les 20-30 ans qu'elles vont durer après. L'autre brique de cet accompagnement, c'est les soutiens financiers. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez des aides qui sont soit sur les études, soit au moment des projets sur l'investissement ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors là, on avait une vidéo, je pense qu'on ne va pas la passer, mais sachez qu'on a fait en 2015, je crois, on avait fait intervenir
venir différents directeurs et directrices d'établissements de santé qui ont des installations solaires. Vous aurez le lien avec, ce PowerPoint, mais si vous souhaitez voir d'autres vidéos ou même avoir les contacts de ces personnes-là, on peut très bien vous mettre en relation là-dessus. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment l'avis des occupants des sites, on va dire, des directeurs et directrices des sites pour pouvoir en parler. Sachez aussi qu'on travaille régulièrement à pouvoir faire visiter des installations. Alors, les 2 dernières années, c'était effectivement difficile à cause de la crise sanitaire, mais on est très attentif à ça, c'est-à-dire au-delà de conseiller et de un peu expliquer ce qui pourrait être fait, c'est de montrer vraiment des installations qui permettent de voir concrètement à quoi ça ressemble, comment ça s'opère, comment ça se gère, ça s'exploite, quelles ont été les difficultés, quels ont été les avantages, inconvénients, etc. sur des sites réels. Si vous allez sur le site d'Atlansun, qui est l'association qui est l'interprofession du solaire sur Bretagne et Pays de la Loire, vous retrouverez des fiches d'exemples de projets, d'ailleurs en solaire thermique comme en photovoltaïque, qui vous donnent déjà quelques notions de taille, de coût, de retour d'expérience. Tu vois pas passer de questions, Johan? Non, non, il y a, pardon, il y a pas de questions, zéro question. Zéro question. Donc on peut continuer. OK, donc je vais passer à la seconde partie. Donc là, on parle solaire, mais on va parler photovoltaïque. Donc là, on est sur une toute autre technologie. On va convertir la radiation solaire en courant. Donc on va en fait avoir une différence de potentiel, donc un mouvement d'électrons, donc un courant. Et là, lorsque l'on regarde en fait les différentes parties de l'installation, vous allez avoir les capteurs également. Alors, un œil averti, c'est reconnaître un capteur solaire thermique d'un capteur photovoltaïque sur un toit, mais globalement, de visu, ça ressemble à peu près à la même chose. C'est un capteur de couleur noire qui fait à peu près la même taille dans les deux cas et qui est en général exposé sud. La première différence que l'on va avoir, c'est que lorsque l'on regarde l'installation, vous avez un capteur, vous avez un onduleur qui est un équipement qui permet en fait tout simplement de passer du courant continu au courant alternatif pour l'injecter sur le réseau. Et vous n'avez pas de stockage. Alors, ça existe, hein, il y a des installations photovoltaïques qui se couplent avec du stockage type batterie, mais très généralement, on n'affecte pas un stockage. Donc, première différence entre le thermique et le photovoltaïque, c'est que lorsqu'on réchauffe un fluide, on va venir le stocker et on va venir capter cette énergie à différents moments. Dans le cas de l'électricité se stocke très mal. Donc là, on est plutôt dans l'idée que le courant qui va être produit va tout de suite être injecté sur le réseau, votre réseau domestique qui lui-même est connecté au réseau public de distribution. Donc, or, je mets de côté hein, les cas où il y a du stockage qui sont des cas encore très anecdotiques. Là, on a une production d'électricité à un moment où le rayon solaire, le rayonnement solaire est là, et vous allez avoir, on va essayer de le mettre en adéquation avec votre besoin qui lui est électrique. Comme pour le solaire thermique, on a tout type d'installation. La brique unitaire, c'est le capteur. Donc, sur une maison classique, vous allez avoir 1, 2, 3 capteurs. Et puis, on a des installations qui peuvent être beaucoup plus grandes. L'ordre de grandeur d'un capteur, c'est à peu près une puissance de 300-400 watts. Donc là, vous avez sur votre gauche une grande toiture qui doit être certainement sur une installation agricole. Donc là, on parle de dizaines de kilowatts ou voire de centaines de kilowatts. Vous avez des ombrières de parking qui sont aussi de plus en plus, voilà, que vous allez croiser de plus en plus. L'intérêt, c'est d'avoir des surfaces qui, de toute façon, ne sont pas valorisées autrement que par du parking, par exemple, et sur lesquelles on va venir mettre des ombrières. Donc, vous rangez votre voiture en dessous et vous avez une production d'énergie qui permet d'être accordée aussi au réseau. Et vous avez des installations sur la droite beaucoup plus grandes. Là, on parle de plusieurs mégawatts, donc de milliers de kilowatts qui sont installés, là plutôt sur des centrales au sol. Alors évidemment, pas sur des sols qui sont avec des valorisations agronomiques, on est sur des friches type ancienne décharge ou toute terre qui, de toute façon, n'aurait pas d'autre valorisation. Tout à l'heure, Johan, en intro, disait que sur ce cycle de webinaire, on essaye beaucoup de parler des préjugés. Quelles que soient les énergies renouvelables, très souvent, qu'on vienne de parler de bois, de géothermie ou de solaire, il y a beaucoup de préjugés ou en tout cas de questionnements ou d'interrogations qui ressortent. Quand on parle du photovoltaïque, c'est la question souvent du recyclage, de la durée de vie. Alors, c'est deux points différents. Sur la question du recyclage, ce sont les équipements qui se recyclent. Ils se recyclent à quasiment 100%. En fait, la seule difficulté dans le recyclage, c'est une partie de colle qui est entre les cellules et
et le capteur. Toutes ces parties-là aujourd'hui font qu'on n'est pas à 100%, on est à 90-95% de recyclabilité. Et aujourd'hui, il y a toute une filière qui existe, comme beaucoup de filières, ce qu'on appelle filières REP de recyclage, qui existent dans d'autres secteurs par ailleurs. Donc vous avez PV Cycle, vous pouvez aller sur leur site, vous aurez beaucoup de descriptions de toute la filière de recyclage des capteurs solaires. Et de toute façon, aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un panneau solaire photovoltaïque, c'est même ordre de grandeur que pour du solaire thermique, c'est 20 à 30 ans, plutôt 30 ans. Disons qu'il y a beaucoup d'installations qui arrivent au bout des 20 ans. La durée de 20 ans étant souvent, alors soit dans le photovoltaïque lié à un contrat d'achat d'électricité, soit dans le thermique lié à, voilà, on va dire une durée de vie de la chaufferie. Mais en tout cas, ces installations fonctionnent, les capteurs en tant que tels fonctionnent bien au-delà des 20 ans. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de la durée de vie, c'est, on va dire, le temps de retour énergétique de ce type de capteur. En gros, si je dois produire, enfin consommer de l'énergie pour produire un capteur et que cette énergie elle est équivalente à 30 ans de fonctionnement du capteur, c'est pas intéressant. Là, en l'occurrence, lorsqu'on fait c'est un peu une analyse de cycle de vie quelque part, lorsqu'on fait le bilan de l'énergie qui est nécessaire à produire ces capteurs et qu'on le met au regard de l'énergie qui va être produite par ces capteurs sur sa durée de vie, ben, en fait, au bout de 2-3 ans, c'est rentabilisé. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, vous pouvez considérer que toute l'énergie produite par les capteurs photovoltaïques sont une énergie supplémentaire par rapport à ce qu'il a fallu pour les produire. Vous avez un lien là tout en haut pour en savoir plus si vous voulez aller chercher d'autres informations, et puis notamment Atlanson se tiendra à votre disposition si vous avez des questions là-dessus. Alors, je vais arriver à la partie économique. Tout à l'heure, sur le solaire thermique, j'expliquais, en fait, on vient gommer une partie du besoin pour produire votre chaude sanitaire. Donc, le modèle économique, il est relativement simple à comprendre. C'est que votre installation solaire thermique, au lieu de consommer 100 en gaz pour faire votre chaude sanitaire, on va chercher à consommer non plus 100, mais 80, 90 ou 50 en moyenne annuelle. Dans le cas du photovoltaïque, c'est un peu plus complexe à comprendre, puisqu'on va venir jouer sur deux modèles qui sont est-ce que j'autoconsomme cette production d'électricité ou est-ce que je la revends? Alors pour comprendre ces différents principes, on va d'abord faire un point sur la partie autoconsommation. Et premier point important, c'est de comprendre comment aujourd'hui vous êtes facturé lorsque vous consommez de l'électricité. En gros, vous avez un tiers de votre facture d'électricité qui est lié réellement à la production, on va dire à l'électron. Les 2 tiers qui suivent, ce sont des taxes et de l'occupation du réseau. Donc aujourd'hui, lorsqu'on va comparer de l'autoconsommation et de la vente, il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'on ne va pas forcément comparer le même modèle économique, puisque dans un cas, vous allez acheter de l'électricité qui, grosso modo, est 3 fois le prix du courant en tant que tel. Et de l'autre côté, vous allez avoir un modèle d'électricité que vous achetez versus l'électricité que vous vendez qui va tenir compte des taxes. Deuxième point, du coup, important à comprendre sur la question de l'autoconsommation, c'est que on a vu qu'il y avait aujourd'hui, vous achetez votre électricité. La plupart d'entre vous, vous l'achetez, ou sinon tous, vous l'achetez en TTC, donc vous avez bien les taxes à la fois du réseau et la TVA. Ce coût d'électricité, globalement, c'est les deux barres vertes, là, elle va augmenter dans le temps. C'est ce que l'on voit depuis 10 ou 20 ans, et on sait que le prix de l'électricité, globalement, va monter avec le temps. À côté de ça, vous avez la courbe de production qui, elle, est en train de décroître, qui, logiquement, en fait, par le nombre d'installations faites, par la standardisation des capteurs, par le volume de marché que tout ça représente, fait que le coût de production unitaire du capteur diminue. Donc, votre coût de production de votre électron diminue aussi. Et ces deux courbes, en fait, se croisent. À un moment ou à un autre, c'est inéluctable. Il est évident que si tout le monde s'équipe de capteurs solaires photovoltaïques, le coût de production unitaire va être très bas. Et inversement, on sait que le prix de l'électricité globalement sur nos réseaux va augmenter du fait de la construction de nouveaux réacteurs ou de plein d'autres facteurs tels que le prix du marché du gaz qui influence le prix d'électricité en France. Donc ces deux courbes se croisent. Et la question à se poser au moment de faire une installation, c'est où vous êtes par rapport à ces deux courbes. Excusez-moi, je reviens sur celle-ci. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire un coût équivalent entre les deux solutions, achat au réseau ou production d'énergie renouvelable, on est dans la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous êtes typiquement entre
dans les barres là qui, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais entre ces 2 bornes-là. Aujourd'hui, en fonction de l'installation, en fonction de la taille, de la complexité, des surcoûts que vous pouvez avoir, et de votre tarif d'électricité, c'est-à-dire est-ce que vous avez un tarif très compétitif ou au contraire très haut, on est entre ces 2 bornes-là. Dans certains cas, on va être plus intéressant en production d'énergie renouvelable, c'est ce qu'on va voir sur des grandes installations, de type centrale au sol. Sur d'autres cas qui sont, plus complexes, des installations plus petites avec beaucoup de surcoûts, on doit renforcer une charpente, vous avez un tarif d'électricité compétitif, on va plutôt être sur la gauche. Mais globalement, on sait que sur, la décennie qui arrive, on va se déplacer inéluctablement vers la droite, donc vous aurez une production d'électricité, en direct, en autoconsommation qui va être de plus en plus intéressante. Sur les questions de coût aujourd'hui, l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est, entre 1 à 2 € du ce qu'on appelle un watt crête. Un watt crête, en fait, c'est la puissance, maximale que peut produire votre panneau. Entre 1 à 2, c'est une fourchette qui peut être assez grande. C'est parce que, comme j'expliquais, ça c'est un coût, on va dire global, installé. Ce coût peut varier en fonction de la taille du projet, il peut varier en fonction des surcoûts, que vous auriez à côté sur, du génie civil, de la charpente ou autre. Donc l'ordre de grandeur, c'est entre 1 à 2 € du watt crête. Mais ce prix, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a été divisé par 10 en 10 ans. C'est-à-dire que, de par le marché mondial, de par la production supplémentaire qui est là, de plus en plus de projets qui arrivent, l'incitation évidemment publique qu'il y a eu, dans les différents pays du monde à acheter ce type de technologie fait que le prix des modules a été divisé par 10. Les éléments structurants pour le coût d'une installation, j'en ai parlé, la taille du projet, la taille de l'installation. Plus vous allez, avoir une installation importante, plus votre prix unitaire, va être bas. Il y a des questions de raccordement au réseau. Parfois, en fait, vous êtes, supposons que vous ayez un établissement qui nécessite d'avoir un renforcement du raccordement de votre installation au réseau, public. Vous pouvez avoir des surcoûts aussi qui sont importants. La question de la charpente, j'en ai parlé. On a des cas où, on fait une installation solaire, photovoltaïque en toiture, mais cette toiture, elle n'est pas forcément adaptée pour supporter le poids des panneaux, donc il faut la renforcer et puis ce renforcement peut être plus ou moins cher. Sachant que, il ne faut pas oublier qu'il y a des solutions, alternatives qui peuvent exister et typiquement, vous avez de la grande surface de parking disponible juste à côté du bâtiment. Eh bien, il peut être plus opportun de mettre, du photovoltaïque en ombrière de parking plutôt que sur votre toit, et donc tout s'étudie aujourd'hui. Et le deuxième point important pour le coût de l'installation, c'est ce qu'on disait, ce que je vais détailler un peu plus, c'est le mode de valorisation. C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre une installation et vous allez revendre tous les électrons qui vont être produits ou est-ce que vous allez en autoconsommer toute ou partie? Alors, je vais m'attarder un peu sur ce schéma, il n'est pas forcément simple à comprendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle économique d'une production d'énergie solaire électrique, donc du photovoltaïque, est vraiment, à décorréler de la production physique, j'allais dire. Votre installation solaire, elle va produire du courant. Ce courant, de toute façon, les lois de la physique, on ne va pas revenir dessus. Ce courant, cet électron, il va aller au plus près. Donc il va être consommé de toute façon par votre bâtiment ou par un bâtiment, proche sur le réseau de distribution. Ça, c'est la physique. Le modèle économique est tout autre. Le modèle économique, en fait, vous allez avoir différents scénarios. Si je vais sur, celui du milieu qui est le plus simple, vous avez un bâtiment, donc le bâtiment qui est en bas, donc c'est vous, vous êtes propriétaire de votre installation. Vous avez un bâtiment qui est raccordé à des réseaux d'énergie, donc vous avez un fournisseur d'électricité, un fournisseur de gaz, et cetera. Vous êtes raccordé à des réseaux, de distribution, publique, d'énergie. La petite flèche sur la gauche qui monte, c'est vous qui êtes votre, propriétaire, votre porteur de projet. Vous allez investir dans une installation photovoltaïque sur votre bâtiment. Alors, sur votre bâtiment ou sur votre parking ou bref, vous êtes le propriétaire, vous êtes l'installateur, vous êtes le financeur de l'installation. Cette installation, en fait, elle va être dimensionnée de telle manière qu'à tout moment de la journée, que ce soit l'hiver, automne, printemps ou été, à tout moment de la journée, elle ne sera jamais en surplus, c'est-à-dire que toute la puissance qui va être produite va être consommée directement par votre réseau interne d'électricité. C'est-à-dire que vous avez des besoins beaucoup plus importants. Donc l'exemple typique, vous avez, un bâtiment, un EHPAD, ou un hôpital, ça consomme, bon, on a aujourd'hui accès à ce qu'on appelle les courbes de charge de
de votre bâtiment, c'est-à-dire qu'on voit quasiment à la minute votre puissance appelée sur le réseau d'électricité, et votre puissance appelée, elle peut être de 10, 20, 50, 100, 200 kilowatts. Eh bien, supposons que vous ayez 100 kilowatts en pleine journée, en plein été, là où le rayonnement solaire est plus fort, ben là, supposons que vous installez 10 ou 20 kilowatts, et bien vos 10 ou 20 kilowatts, quel que soit le moment de la journée et de l'année, de toute façon, ils seront avalés par votre bâtiment. Donc là, c'est le schéma, on va dire physiquement et économiquement plus simple. Vous investissez, tout ce qui est produit va venir être consommé par votre bâtiment. Et d'un point de vue économique, en fait, vous allez gommer une partie de votre facture d'électricité, puisque votre compteur, tout ce que vous allez avaler va être gommé finalement du réseau d'électricité publique de ce que vous allez appeler. Donc, vous allez gommer 10, 20, 30% de votre facture d'électricité annuelle. Je vais aller sur la gauche maintenant. Schéma de gauche, c'est un modèle un peu similaire, mais donc là, vous avez aussi votre bâtiment. Vous êtes l'investisseur, vous êtes le producteur de la centrale. Mais votre centrale, elle ne va pas être dimensionnée de la même manière, elle va être un peu plus surdimensionnée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément, tout ce qu'elle va produire ne va pas forcément être avalé par votre bâtiment. À un moment, elle va produire plus que ce que votre bâtiment a besoin. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle du surplus. Ce surplus, en fait, l'intérêt économique, c'est de le revendre. C'est une énergie, vous devenez producteur, vous avez, dans ces cas-là, vous allez contractualiser avec un acheteur qui va vous racheter votre surplus d'électricité à un certain prix. Donc, votre modèle économique, du coup, va être un peu différent. C'est-à-dire que votre modèle économique, vous allez chercher à rentabiliser votre installation, d'une part par votre effacement d'une partie de votre facture, et d'autre part par le tarif que vous allez revendre. Enfin, le modèle de droite, qui, lui, est encore un autre modèle. Là, vous voyez le producteur, l'investisseur de la centrale, ce n'est plus vous. C'est un tiers investisseur. Alors, un tiers investisseur qui peut être privé, public, un mix qui peut être un groupement de citoyens, qui peut être beaucoup de gens, beaucoup de personnes morales ou de personnes tout court différentes. Vous allez mettre à disposition, par exemple, par un contrat de location de toiture, etc., votre toiture. Et en fait, cette installation, elle va produire du courant, de la même manière que si vous étiez propriétaire. Hein. Le capteur, lui, il se fiche de savoir qui l'a payé, il produit du courant. Ce courant va être produit et vous allez quand même pouvoir en bénéficier, dans le sens où vous allez pouvoir racheter, ou vous avez un contrat en tout cas qui fait que cette installation, elle va produire les électrons et que c'est votre bâtiment qui va bien les consommer. Donc là aussi, vous allez avoir un jeu de compteurs et de facturation entre le réseau public et cette installation. Et donc, tout le but pour vous va être de voir comment vous arrivez. Est-ce que vous êtes plus intéressant à racheter la production qui est faite sur votre toit, ou est-ce que c'est plus intéressant de racheter sur le réseau public, ou un mix des deux, sachant qu'au-delà de l'économie, parfois, sur ce type de projet, on a des facteurs qui dépassent l'économie. Typiquement, c'est un projet citoyen. Voilà, vous avez des convictions et vous souhaitez mettre à disposition votre toiture pour un projet qui est porté par des citoyens. Ces citoyens portent le projet, et puis peut-être que le tarif qu'ils vont présenter, il n'est pas si compétitif que ça, mais vous voulez aller dans le sens d'ouverture vers ce type de projet. Donc, vous n'aurez pas forcément une grosse rentabilité, mais en tout cas, il y a des gestes, il y a une conviction, il y a d'autres arguments pour aller vers ce type de projet. Bon, en tout cas, vous voyez, par ce panel-là, qui peut être encore plus compliqué, mais vous avez des modèles d'affaires et même des modèles physiques, ou même des schémas de principe qui peuvent être très différents. Si je reviens sur le solaire thermique, lui, vous êtes complètement en autoconsommation, vous mettez votre installation et vous gommez une partie de votre énergie. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, hein, vous pourrez regarder les deux tableaux qui suivent lorsque vous reverrez le PowerPoint. L'idée, c'est un petit logigramme en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous avez les deux modèles d'affaires. Donc là, sur cette diapo, vous avez la vente. Alors, qu'est-ce qui change? Pardon. J'ai oublié ce qui change entre les deux. Je crois qu'il y a un problème dans le titre. Je crois qu'il y a une partie vente et une partie autoconsommation de mémoire, peut-être à corriger. Mais en tout cas, l'idée, c'est vous regardez de quoi vous disposez, toiture, parking ou de foncier. Est-ce que vous voulez consommer? Est-ce que vous voulez produire? Est-ce que vous voulez revendre? Et là, vous avez différentes informations qui vous permettent de commencer et d'aborder votre réflexion là-dessus, avec les différents points d'intérêt sur les typologies de projets. Effectivement, il y a une coquille, Cédric. Hein. Je revérifierai, je changerai de y avoir une autoconsommation, une revente en fonction de votre cas. Voilà, c'est ça. Je pense que le premier, c'est de la vente, et le deuxième, ça doit être de l'autoconsommation. Je mettrai à jour quand je voulais. Ouais.
Alors une aide, alors je reviens sur l'accompagnement, pour vous accompagner techniquement dans vos réflexions. Alors, Johan l'a dit, je pense que c'est vraiment un réflexe à avoir. C'est qu'à partir du moment où vous posez une question sur l'énergie au sens large, que vous ayez, des travaux de rénovation, une extension à construire, que vous ayez une chaudière en fin de vie ou que vous ayez envie de faire du solaire, le 1er contact pour moi doit être votre chargé de mission énergie parce que, quand on met le doigt dans l'énergie, je pense il faut maintenir, l'idée d'une réflexion globale de votre bâtiment. Ça sert à rien de faire des énergies renouvelables si vous avez une passoire énergétique, si je résume. De toute façon, c'est le conseil qu'on vous dira, si vraiment vous avez de l'argent à mettre, rénovez votre bâtiment, baissez votre, besoin et de toute façon, le décret tertiaire va dans ce sens-là. Vous aurez de toute façon besoin de baisser vos vos apports d'énergie avant de chercher à produire de l'énergie renouvelable. Dans tous les cas, nous, on interagit avec les chargés de mission énergie. Alors, dans le cas du CIDELA, en plus, il est dans nos locaux, donc on travaille ensemble. Si lorsque vous avez un accompagnement vraiment sur le sujet du solaire, vous avez différents conseils qui sont disponibles. Vous avez Atlansen, j'en ai déjà parlé, qui est l'interprofession, on va dire, de la filière solaire dans le Grand Ouest, région Pays de la Loire et Bretagne. C'est un réseau d'acteurs professionnels. Vous avez des animateurs, ce sont vraiment des experts sur ces sujets-là et qui peuvent vous guider, vous accompagner, soit sur des premiers niveaux de conseil, soit sur voilà, rechercher des contacts auprès d'entreprises, de fournisseurs, etc. Dans le cadre du développement et de l'exploitation de centrales photovoltaïques, vous avez aussi des partenaires qui peuvent porter des projets à votre place. Dans le cas de grands, là je parle vraiment de grandes installations de type ombrière ou vraiment de grandes centrales. Là, vous avez donc ce qu'on appelle des SEM, des sociétés d'économie mixte, qui sont en fait des sociétés qui ont été créées par des acteurs publics tels que les syndicats d'énergie, donc des collectivités, et dans lesquelles on retrouve des acteurs privés tels que des banques. Et en fait, ces sociétés d'économie mixte, elles sont là pour porter des projets d'envergure, on va dire, d'énergie renouvelable pour le compte des collectivités, et donc avec les collectivités à leur tête et à leur décision. Ces projets, en fait, ces sociétés d'économie mixte, vous en avez plusieurs, vous en avez en fonction des territoires, donc soit portés par les syndicats, soit portés par éventuellement la région, le conseil régional. Et ces sociétés, en fait, ce sont des financeurs, ce sont des porteurs de projets, et ensuite elles font exploiter ces installations par des entreprises privées, comme la plupart des installations. Et enfin, sur la partie études et conception des installations, là, on va dire que vous avez un peu envie d'étudier la chose et puis de voir ce que vous pourriez faire sur votre bâtiment. Vous avez des bureaux d'études qui sont spécialisés. Là, on vous conseille aussi sur les bureaux d'études pour vraiment avoir affaire à des gens compétents et spécialistes et non pas à des gens qui font un peu de tout, mais pas forcément tout bien. Il y a des qualifications qui sont derrière, mais c'est surtout un réseau voilà, d'acteurs et de bureaux d'études qu'on connaît et sur lesquels vous pouvez avoir confiance. Donc ça, c'est sur la partie accompagnement. En fonction de votre sujet, de votre besoin, de la taille de votre projet, voilà, on peut mobiliser tel ou tel acteur. Et sur le soutien financier, sur la partie photovoltaïque, vous avez en fait 2 modèles. Donc ce que je vous disais, soit vous autoconsommez, dans ce cas-là, c'est un équilibre entre votre investissement et votre tarif d'achat d'électricité. Soit vous avez en fait une revente de tout ou partie, et là, c'est un tarif d'achat de la production qui est fait. Et ce tarif d'achat, en fait, il est lié à un contrat que vous allez avoir avec EDF Obligation d'achat. Donc, là, c'est un modèle économique qui est le plus classique puisque c'est ce qui s'est fait pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité qu'on revend et en fait, on le revend plus cher que ce que l'on achète. En fonction de la taille des projets, le portage du projet peut être très différent. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à nous appeler avant parce que c'est plutôt complexe. En fait, en fonction de la taille du projet, soit vous passez en direct, soit vous avez des appels à projets portés au niveau de l'État qui vous obligent justement à candidater à ces appels à projets. Donc, vous avez différents seuils, différentes tailles d'installation qui font que vous êtes éligible ou pas à différents types d'appels à projets. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut retenir, globalement, je reviens maintenant sur l'ensemble des deux parties, thermique et photovoltaïque, c'est que c'est vraiment un choix qui est à faire en fonction du besoin. Vous avez des établissements qui ont des besoins importants toute l'année, à la fois d'électricité et de chaleur, de chaude sanitaire surtout, si je raisonne par rapport à l'été. Donc, vous êtes, entre guillemets, une cible intéressante pour ce type de solution solaire, que ce soit photovoltaïque ou solaire thermique. L'intérêt de faire ou l'un ou l'autre ou les deux,
Il va vraiment dépendre de vos installations, de vos besoins, de vos toitures, de vos surfaces disponibles, de votre envie, de vos équipements. Vous pouvez avoir des équipements électriques très consommateurs l'été pour des bassins, pour ce genre de choses. Et inversement, vous pouvez avoir quasiment que des besoins de chaleur en été pour l'eau chaude sanitaire, etc. Donc, c'est vraiment important, avant de se dire je mets de telle ou telle solution, de se poser la question du besoin. Et c'est en tout cas la logique que nous, on va avoir quand on va vous rencontrer. Euh, Deuxième point important, donc c'est tout l'accompagnement. On se rabâche un peu, mais en tout cas, vous avez des personnes disponibles pour vous conseiller là-dessus. Ce conseil, il est gratuit, mais surtout neutre. Rien n'est gratuit, donc il est surtout pris en charge par d'autres, par des acteurs publics tels que l'ADEME, la région, l'ARS, etc. Mais en tout cas, ils sont du conseil neutre indépendant. Lorsque moi je vais rencontrer un EHPAD pour un projet d'énergie, mon but n'est pas de vendre du granulé ou du solaire thermique ou du photovoltaïque ou autre chose, c'est d'avoir un projet qui soit cohérent pour l'établissement en fonction de ses besoins, de ses contraintes, voilà, de tout ce qu'il y a à faire. Et en tout cas, de l'amener sur le meilleur chemin, que ce soit technique, environnemental ou économique. Et enfin, les interlocuteurs locaux, là, c'est tout l'intérêt que vous avez dans le dispositif ETE sur la région des Pays de la Loire, c'est qu'on a un tissu, un réseau d'acteurs qui vous permet aussi, alors l'intérêt local, c'est quoi? L'intérêt locaux, enfin dans le terme locaux, c'est que nous, on connaît des installations qui sont pas très loin de chez vous, que vous pouvez visiter, sur lesquelles vous pouvez avoir des retours d'expérience, on connaît les installateurs, on connaît les bureaux d'études. Donc, on a tout un tissu d'acteurs que l'on peut mobiliser pour votre besoin, et on ne va pas aller piocher un bureau d'études à Bordeaux, un installateur à Dunkerque, et puis des capteurs de l'autre bout du monde. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'intégré, et en tout cas au niveau du conseil et du dimensionnement au niveau local. J'en viens au sujet du réseau des énergies renouvelables en Pays de la Loire. Tout à l'heure, Johan vous montrait le réseau des chargés de mission énergie. Là, c'est l'autre réseau que vous pouvez mobiliser. C'est un réseau qui est au niveau de la région des Pays de la Loire et qui est financé par le Conseil régional et l'ADEME et les structures qui portent ces postes-là que je vais citer après. Ce réseau, il est là pour vous accompagner dès la première réflexion, c'est-à-dire dès que vous posez une question ou vous avez une contrainte ou vous avez voilà, le besoin de parler énergie, parce que vous êtes rendu compte que votre chaudière fuel elle a 35 ans, parce que vous avez été démarché par un vendeur de panneaux solaires, parce que vous avez des critères CERB, parce que tout ça, encore une fois, ce qui est important, c'est nous prévenir très tôt, parce que les premiers échanges peuvent vraiment réorienter votre première idée de projet. Donc, on est là pour vous informer, vous apporter une information de base telle que ce que je fais ce matin, voire plus loin, de vous accompagner sur les premières étapes du projet, telles que les études de faisabilité ou des notes d'opportunité que l'on peut faire nous, des visites d'installation, etc. Lorsque votre projet il est décidé, il est validé, vous voulez le mettre en œuvre, on est aussi là pour vérifier que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour démarcher et vous dire ce qu'il y a à faire. Et une fois que vous avez lancé le go, passé à notre projet, on vérifie que tout se passe bien. En fonction des projets, de leur taille, de leur complexité, il y a des petites choses à vérifier, il y a des règles de l'art à vérifier pendant les travaux, il y a des choses à valider auprès de vos équipes de maîtrise d'œuvre ou de bureau d'études. Donc, on est là aussi s'il y a un besoin, ou en tout cas, on reste vigilant. Et dans l'exploitation de l'installation, là aussi, on reste au contact, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, je vous montrais des retours d'expérience. On est là aussi pour capter ce retour d'expérience et le valoriser pour pouvoir effectivement démarcher ou faire des vitrines pour d'autres installations à venir. Donc, c'est une boucle vertueuse. On se nourrit des retours d'expérience qu'on connaît, on se nourrit des études qu'on a accompagnées, tout ça pour pouvoir mieux informer et mieux convaincre des porteurs de projets de passer le pas. Alors, j'ai oublié de le dire, ça concerne les énergies renouvelables dans leur ensemble. Donc, on parle de chaufferie bois, on parle de solaire thermique et de solaire photovoltaïque, on parle de géothermie aussi, de réseau de chaleur aussi. Là, c'est en général lié à une collectivité, à votre commune, où là, on peut vous mobiliser parce que la commune se pose la question de faire un réseau de chaleur entre votre établissement et d'autres. En tout cas, on aborde tous ces sujets-là. La question des aides financières, on l'a dit tout à l'heure, sur la partie photovoltaïque, il n'y a pas d'aide de l'ADEME, mais sur la partie solaire thermique, vous avez des aides à la fois sur les études, l'accompagnement. Donc, c'est des aides qui vont de 50 à 70%, en règle très générale 70%, puisque 50% c'est pour les grandes entreprises. Vous êtes en général dans le lot des petites entreprises. Donc, 70% du coût en TTC.
Et vous avez des aides à l'investissement. Donc, on a une fourchette qui est large parce qu'en fonction du projet, en fait, l'aide n'est pas mécanique, elle n'est pas automatique en fonction d'un coût, d'un kilowatt installé ou d'une surface de capteur. Elle est calculée en fonction de la production de votre installation. Et quand je parle d'installation, je parle de solaire thermique, donc pas le photovoltaïque, mais ça peut être comme la géothermie ou la biomasse, que ce soit du bois en plaquette ou du bois granulé. Donc cette aide, elle va être variable. On a des projets où tous les voyants sont au vert et on va avoir un taux d'aide qui est très important, qui peut être 60% ou au-delà. Et on a des installations où, au contraire, eh ben, il y a des surcoûts parce que toute la chaufferie est à refaire, parce qu'il y a des difficultés d'accès, parce que voilà, il faut renforcer la toiture pour le solaire, etc., etc. Où là, vous allez baisser mécaniquement votre taux d'aide pour la même production d'énergie. Donc, on sera peut-être à 20 ou à 30%. Les critères qualitatifs, l'ADEME apporte des aides sous couvert de qualité des projets. La première qualité d'un projet, c'est d'être bien dimensionné, bien accompagné. Donc ça se réfère par exemple à devoir mobiliser un bureau d'études qui est qualifié sur ces sujets-là. Deuxième critère, c'est sur la performance des équipements. Pour des capteurs solaires, par exemple, il faut qu'ils soient Solar Keymark, donc qu'ils aient certaines certifications, par exemple, pour des chaudières bois, certaines qualifications sur la performance, le rendement et les émissions de poussière, par exemple. Et la qualité de mise en œuvre et de suivi, ça c'est, j'allais dire, un prérequis global, mais qui est en tout cas gravé dans le marbre par l'ADEME, c'est-à-dire que, par exemple, ils imposent la mise en place d'un compteur et ils imposent aussi de vérifier que vous allez bien suivre votre installation. Et dans le cas du solaire thermique, c'est très très important. On a beaucoup d'installations en solaire thermique qui ont été mises en service, elles fonctionnent et en fait, comme c'est une installation qui ne vous dit pas, lorsqu'elle n'est pas forcément bien faite, qu'elle est en panne, et que votre chaudière gaz ou fioul, elle fait la pointe quoi qu'il arrive, donc vous avez personne au bout du tuyau pour vous dire: «Ah bah tiens, mon eau, elle est plus chaude, elle est tiède, il y a un problème», et vous apercevez 2, 3 ou 10 ans après qu'en fait, voilà, ça fait 2, 3, 10 ans qu'elle ne fonctionne plus. Donc la mise en œuvre, donc la réalisation de l'installation est importante, mais le suivi l'est tout autant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'EHPAD des Boutons d'Or en Vendée. C'est ce type d'installation que l'on promeut parce qu'elle est bien équipée et on peut voir à tout moment quasiment si elle fonctionne correctement. Et en tout cas, on a des indicateurs de suivi qui montrent que s'il y a un décrochage, on est capable d'intervenir assez rapidement. Vous avez ici les contacts, je ne vais pas tous les citer. Vous avez, selon le département, 1 ou 2 personnes. Dans votre cas, vous êtes plutôt du côté, on va dire, des entreprises. Donc, si je prends l'exemple de la Vendée, retournez-vous plutôt vers Valentin Falcon que par Vincent Billot du CIDEV. Mais dans tous les cas, quelle que soit la porte d'entrée, vous retomberez sur la bonne personne, que ce soit par le chargé de mission énergie ou par l'une des 2 personnes qui sont citées là. Il y a pas de On communique tous ensemble et on interagit, donc il n'y a pas de crainte. En tout cas, voilà, si vous avez vraiment une question liée à l'énergie, j'en reviens là-dessus, contactez votre chargé de mission énergie. Si vraiment vous l'avez déjà contacté, vous avez déjà des démarches et vous avez vraiment déjà avancé dans votre réflexion vers les ENR, vous avez les contacts qui sont là sur les différents départements. Et je crois que j'arrive au bout de la présentation puisque je ne peux plus passer de diapo. Je crois aussi. Merci beaucoup Cédric, une fois de plus très clair, dans le temps imparti, donc parfait. Pas de questions, donc n'hésitez pas. Alors je vais me permettre d'arrêter l'enregistrement.